Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo vraiment assez importante pour moi, puisque voilà, j'en ai fini avec le nouveau potager, avec les bacs en béton. Voilà, j'en aurais sué, ça aurait été vraiment beaucoup de boulot. Quasiment 2 à 3 jours de boulot par bac à mettre en place, entre le nivellement des anciens bacs à faire, les plots à déplacer, à positionner avec les bâches, plus le broyat après à mettre à côté. Enfin voilà, beaucoup de travail et voilà, je viens de finir le dernier bac que vous voyez ici, que j'avais prévu de faire. Hein. Donc je vous rappelle, hein, du coup j'ai 2 fois 4 bacs, donc 8 bacs que vous devinez ici, plus voilà, toute une grande bordure où vous m'avez vu dans la dernière vidéo faire notamment la plantation des artichauts. Voilà, donc j'exclus pas de rajouter peut-être encore 2 bacs là sur le côté, hop, ici, là, voilà, pour passer à 10 bacs. Mais bon, pour l'instant là, va y avoir une bonne pause, hein, parce que je vous avoue, moi je suis rincé. Ça fait plus d'1 an maintenant que je suis sur la transformation de mon potager. C'est quasiment 1 mois de travail à temps complet pour mettre tout ça en place, parce que j'ai fait ça sans machine, hein, juste à la main avec mes petits bras musclés. On a tryhard, hein, comme on dit. Et voilà, c'est fini. Je suis vraiment content. Et puis on va profiter un peu de cette vidéo. On va faire un petit tour de jardin rapide. On sort de cette période de froid. Alors moi je suis dans le sud-ouest, hein, c'est quand même moins pire que ce que certains au nord ont dû avoir. On a eu un petit peu de négatif, mais pas trop. Mais quand même vraiment une période voilà, pas forcément évidente, puis surtout un froid qui dure, hein, pas juste 1 ou 2 jours, hein, vraiment un froid pendant une semaine, 10 jours. Donc voilà, tout a pas mal pataugé, pas mal végété, comme je pense que à peu près partout ailleurs également en France. Là, visiblement, les températures vont commencer à remonter un peu, même si ça reste pas foufou et qu'il va quand même faire assez gris, pas mal de pluie. Enfin bon, voilà, on va faire un petit tour un peu du jardin, on va regarder aussi au niveau des semis où ça en est. Et puis, on va faire un petit retour un peu sur ces bacs, là où ça en... Qu'est-ce que j'en pense avec, j'ai quand même, les premiers bacs, je les ai fait il y a plus d'1 an maintenant, donc je commence un petit peu à avoir du retour dessus. Et puis, c'est parti, je vous emmène. Et donc voilà, ce dernier bac que je viens de réaliser, qui vient conclure du coup ce nouveau potager là, qui vient du coup le bac qui vient border le bac où j'ai fait les petits pois. Donc voilà, vous voyez, ça commence à être vraiment sympa. Hop, voilà, je vous laisse regarder tout ça. Alors ce bac là, il était rempli comme les autres de pas mal de compost, de sable et puis de terre végétale. Donc je dirais la moitié de compost au moins, peut-être même un peu plus, et puis après une grosse base de sable et de terre végétale. Donc voilà, franchement, je vous montre ça. On va jardiner là-dedans. Ça va être assez magique. Regardez ça. Regardez ma main comment elle s'enfonce. Hop, jusqu'au poignet. Voilà. Et avec vraiment quelque chose de très léger. Enfin voilà, c'est vraiment on jardine dans du terreau. C'est comme je l'aime. On jardine à la main, confortablement installé sur les petites les allées recouvertes de broyat. Alors je vous rappelle ce que j'avais fait. Hein. Donc c'est des bordures P1N, je crois, P1, que j'ai trouvé ça au bâti Leclerc, enfin Leclerc Matériaux, pour ceux qui me demanderont. Alors c'est pas forcément du plus esthétique, je pense que de la vraie pierre, ça serait plus joli, mais bon, ça a l'intérêt quand même d'être bien aligné, c'est-à-dire que je peux m'appuyer du coup là-dessus pour éventuellement poser des filets, poser des grillages, des choses comme ça, donc c'est plutôt sympa. Il y a moyen sûrement de faire d'autres choses, hein, d'autres installations, notamment là sur le club, là dans Potager Coach. On a réfléchi notamment un utilisateur qui lui a fait juste des bacs avec des parpaings. Voilà, je trouve le parpaing c'est pas forcément super esthétique, mais peut-être que juste en posant des planches par-dessus les parpaings pour faire une sorte de cadre posé par-dessus les parpaings, ça maquillerait bien quand même les parpaings, et puis ça ferait quand même quelque chose d'assez joli, donc et en même temps le bois serait pas du tout au contact de la terre et résisterait beaucoup plus longtemps. Donc voilà, on peut imaginer plein de choses, des bacs en pierre et tout, mais l'idée c'est de faire du durable, d'arrêter de faire des bacs en bois, parce que on va pas s'amuser à refaire le potager tous les 4-5 ans, et là je suis parti sur quelque chose qui est vraiment parti pour durer. Et puis vraiment des bacs hyper confort. Donc un peu la logique également à la Fortier, donc des bacs standardisés. C'est tous des bacs de 10 mètres par 1 mètre de large. L'idée c'est que n'importe quel équipement que j'utiliserai sur un bac puisse aller sur un autre et que ça facilite la rotation du coup avec des bacs standards comme ça. J'ai qu'à déplacer mon schéma de culture d'un bac à l'autre, d'une année sur l'autre. Et puis ma rotation se fait toute seule. Voilà. Mais après du coup, autour des bacs, hein. Donc il n'y a pas de fond dans le bac, hein. C'est juste un cadre de bordure qui est posé. Alors les bordures sont posées sur des petites briquettes en dessous, de manière à les ajuster là au niveau des jointures. Voilà, là on devine là, hop, il y a une petite briquette
ici. Et après il y a également en dessous sur les allées une sorte de bâche, un géotextile, donc ça c'est Géotex de Norten. Alors je sais pas dans quelle mesure c'est durable, je commence à avoir quelques déchirements par endroit d'ailleurs. Donc moi je trouve ça plutôt, j'en suis plutôt content jusqu'ici, mais voilà, on va voir comment ça tient dans la durée. Et après pour cacher un peu ce géotextile, voilà, j'ai mis du broyat par-dessus. Pour, ça c'est vraiment juste pour des considérations esthétiques. Et puis ça permet aussi en plus quand même le broyat, ça permet d'être plus au sec. Parce que quand ça pleut fort, et ben, si on met juste la bâche et qu'on s'installe les genoux sur la bâche, et ben, on se mouille les genoux. Alors qu'avec le broyat, et ben, on reste quand même pas mal au sec. Donc ça permet vraiment de jardiner toute l'année, même voilà, quand c'est vraiment dans les autres jardins où il n'y a pas de bac et il se travaille à même le sol, eh ben, on peut pas jardiner parce que c'est la gadoue, hein, c'est la mare, le sol a pas essuyé et puis c'est très compliqué. Ici, toute l'année on peut jardiner, il n'y a pas de souci, à tout moment on peut rentrer au jardin, on a un peu l'impression de jardiner dans le salon. Donc là on est au niveau des artichauts que j'ai plantés récemment, là vous m'avez vu faire le tuto sur la culture des artichauts, hein, vous voyez les artichauts sous cloche là. Ils se portent très bien, ils sont bien protégés du coup. Et vous voyez ça se développe bien. Donc voilà, tout ce petit monde va bien. Les artichauts sur l'artichaut mère, ils sont bien en train de se développer. Le hutonnage là a bien repris, hein, vous voyez, c'est en train de bien repartir. Donc voilà, bon, les artichauts, ça suit son cours. À côté de ça, on a les pommes de terre. Alors les pommes de terre qui sont déjà bien jolies, mais qui ont quand même pris un petit coup de froid, hein. J'ai quelques brûlures de gel par endroit que j'ai pu avoir sur les pommes de terre. Vous voyez, regardez ça là par exemple. Hop, vous voyez ça, c'est vraiment pas beau. Donc ça je vais pas laisser, hein. Dès que les températures vont remonter, j'ai trop peur que ça fasse un point d'entrée pour le mildiou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper toutes les parties malades. Enfin malades, c'est pas vraiment malade, hein, toutes les parties mortes, hein, brûlées, pour éviter justement que la maladie vienne s'installer par derrière. Donc voilà, je vais faire un petit peu le tour de tout ça. J'ai déjà fait un premier petit nettoyage. Il n'y a pas grand chose, hein, mine de rien, je trouve que je m'en sors bien. J'aurais peut-être pu échapper vraiment à toute brûlure comme ça en mettant un voile P17 sur toute la culture. Voilà, je ne l'ai pas fait. Au final, bon, j'ai plutôt bien fait parce que bon, les dégâts sont quand même plutôt minimes. Voilà, je vais nettoyer tout ça. Et puis je vous reprends après. Voilà, je viens de nettoyer ma culture de pommes de terre, hein, donc ça va, pas trop de dégâts. J'ai vu des dégâts beaucoup plus importants. Je pense à Kali qui nous a partagé une image là où vraiment effectivement gros dégâts sur sa culture de pommes de terre. Là, moi je m'en sors plutôt bien. Enfin moi a priori je suis quand même pas du tout dans la même région, hein. Je suis quand même plus au sud. Alors sur la partie gauche ici, on va voir tous les petits fruits, hein, qui s'installent gentiment, hein. Donc ça c'est ceux que j'ai planté récemment. Et puis là il y en a encore déjà des qui étaient là d'avant. Et puis tout ça repart pas trop mal. Alors ça je crois que c'est le framboisier que j'avais repiqué, oui voilà c'est ça, c'est celui que j'avais déplacé. Vous voyez, il est bien reparti. Et puis ça, c'en est que j'ai planté pour vous faire un tuto de plantation. Puis derrière, voilà, toute la plate-bande qui continue. Alors, ça va avoir besoin d'un bon désherbage, tout ça. Vous voyez, c'est pas mal enherbé, mais bon, c'est enherbé. Ça, c'est du gaillet gratteron. Donc voilà, c'est pas trop un souci, hein. Au contraire, à la rigueur, je préfère que, de toute façon, vu que ça va s'enherber, quitte à ce que ça s'enherbe, je préfère que ça soit avec ce genre de plante-là. Puis bon, il y a un peu de potentie aussi au niveau du pied, mais voilà, ça, c'est pas encore trop grave. C'est facile à désherber. C'est vraiment si je vois du liseron ou du chien-dent que là je vais vraiment plus m'inquiéter. Bon, va falloir quand même que je passe, hein, que je fasse un tour là-dessus, que je désherbe tout ça. Mais pour l'instant, rien de trop critique. Vous voyez, ça c'est du trèfle. Voilà, rien de bien trop méchant en termes de désherbage. Et vous voyez, plein de fruits qui se préparent de partout là. Vous voyez, regardez ça comme c'est joli. Vraiment, c'est magnifique. Et comme ça, tout du long. Donc framboise, cassis et groseille également. Voilà, pour l'essentiel, j'ai pas mis de myrtille, j'ai pas un sol suffisamment acide pour faire de la myrtille, mais voilà, en tout cas là, c'est plutôt bien parti. Donc sur la plate-bande là tout de suite à droite, pour l'instant il n'y a pas grand chose, hein, c'est une plate-bande juste qui va me servir à planter aubergines et poivrons plus tard en saison, donc dans plus trop longtemps maintenant, hein, je pense que ça va être dans 2-3 semaines, hein, la grande plantation. Et j'avais énormément chargé de paillage, hein, donc je ferai un peu d'espace hein, pour planter les plants au travers, mais enfin ouais, globalement c'est pas trop mal sorti. Pas trop de réenherbement, hein, parce que c'est une culture que j'ai pas bâchée. Vous savez, normalement l'hiver je bâche mes planches, celle-là elle n'a pas été bâchée. Parce que vraiment j'ai mis épais de paillage. J'ai quand même 2-3 choses qui ressortent, hein. Voilà, un petit peu d'enherbement par endroit. Il va falloir quand même que je nettoie tout ça, que je fasse en sorte d'implanter mes cultures vraiment dans un sol bien nettoyé. Mais globalement, voilà, c'est quand même, ça a été maintenu quand même relativement propre. Alors le souci que j'ai, c'est que je peux pas faire ça sur toutes les planches, hein, parce que ça m'a quasiment pris tout le paillage du jardin. Il est parti sur cette planche-là. Donc je peux pas pailler les 8 bacs comme ça, j'aurais pas assez de matière.
pour tout pailler, d'où la nécessité quand même d'utiliser des bâches, parce que je vais manquer de paillage, hein, je n'aurai pas assez pour pailler tout ça. Il y a trop large, d'où je pense que je vais continuer comme ça, chaque année je vais essayer de pailler 1 à 2 bacs, vraiment en bien épais, comme ça, comme vous pouvez le voir là, puis le reste, je pense que je vais maintenir propre quand même avec des bâches. Surtout que là, pour ce genre de planche là, c'est très bien pour après implanter des plants bien développés. On pourrait imaginer des cucurbitacées, des tomates, des poivrons, des aubergines, et vous n'allez pas faire un semis de radis ou de carottes là-dedans. Franchement, c'est vraiment compliqué. Donc pour les planches qui vont partir l'année d'après en culture de petites graines de semis en pleine terre, enfin planches dans ce genre-là, hein, voilà, mesclun, radis, navets, carottes, laitue, épinards, mâches, voilà, ce genre de planches-là. Mais clairement, il faut les maintenir propres. Et ça, c'est plutôt des planches qui vont être bâchées à l'automne, plutôt que paillées. Pour après, quand on enlève la bâche, on a directement une planche propre, prête à être semée proprement. Alors cette planche-là, on va y revenir tout à l'heure. C'est une planche un peu catastrophe cette année. Même si, bon, vous voyez, il y a quand même un peu de verdure et tout. Et c'est quand même pas si pire que ça, mais c'est pas fou. Alors, on continue sur ce côté-là. Donc là, hop, là, il y a les pommes de terre. Donc sur cette planche-là, ici, j'ai l'oignon qui se développe bien, qui a été désherbé il n'y a pas longtemps, qui mériterait d'être redésherbé à nouveau. Bon, enfin, globalement, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas une pression des mauvaises herbes de fou. Mais il faudra que je repasse dessus. Hop, vous voyez, ça repart vite, les mauvaises herbes. Il faut rester vigilant, surtout sur les cultures d'Aliacées. Si les mauvaises herbes s'implantent de trop, comme c'est pas des cultures qui font des systèmes racinaires très forts et puis qui montent très haut, ça se fait vite dépasser par la mauvaise herbe. Donc faut pas se laisser déborder. Hein. Ah, une petite pomme de terre là ici. Donc ce que je fais, c'est que voilà, j'arrache les mauvaises herbes, et je les laisse directement en surface. Alors là, ce qui est bien, c'est que on voit que le sol a pas fait de croûte de battance, que l'eau rentre bien dedans. J'ai pas de problème voilà, que ça ferait une croûte. Regardez ça là, vous voyez, c'est quand même bien. Le fait d'avoir mis du sable, ça change vraiment pas mal la donne au niveau de la battance. Donc pas trop de problème de binage. Voilà, si vous avez un sol qui croûte, qui durcit sur les cultures d'Aliacées, il faut pas hésiter à biner pour faire en sorte que ça respire, hein, que l'oxygène puisse rentrer, que vous n'ayez pas d'asphyxie racinaire, que tout ça respire bien et que l'eau rentre bien dans le sol également. Voilà, hop, attendez, on va enlever ça également. Hop là. Alors tout de suite derrière, j'ai mis quelques échalotes là que j'ai plantées, qui sont vraiment très belles, très jolies. Et puis derrière, l'ail. Voilà, l'ail qui est bien vert, qui a beaucoup monté. Alors lui, il a plutôt apprécié justement cette période de froid et d'humidité. Franchement, il était un peu jaunasse, un peu petit. Et là, depuis une dizaine de jours, là, il se régale. Les échalotes aussi d'ailleurs, elles sont bien poussées. Enfin, voilà, l'oignon également. Donc plutôt des cultures qui ont apprécié là, cette période qu'on vient de traverser. Voilà, celles-là, elles ont bien profité. Également, qui a bien profité, c'est les fèves. Regardez ça comme elles sont belles, elles sont vraiment jolies. Hop, je me recule un peu qu'on les voit mieux, parce que ça prend trop de place à l'écran. Et là, je crois qu'on va pouvoir faire les premières récoltes. Hein. Attendez, je vais faire le tour. Alors, je les ai pas attachés encore. Peut-être que je vais mettre une ficelle pour les attacher, pour mieux les maintenir. Hein. Mais bon, après, si elles se couchent un peu, c'est pas trop grave. Moi, je trouve que c'est pas trop un problème. Mais au pire, ce que je fais, c'est que je mets un piquet dans les 4 coins de la culture. Et puis, je tire une ficelle tout autour pour essayer de les maintenir à l'intérieur du rectangle que ça va dessiner. Mais vous voyez là, hop. C'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Alors les fèves sont encore petites, hein, je vais en récolter quelques-unes pour se faire un peu plaisir, mais forcément, là à ce niveau-là, elles sont encore petites. Mais vous voyez, il y a quand même des belles gousses là, qui sont en train d'arriver, nombreuses. Vous voyez ça, il y en a partout. Donc culture de fèves très réussie, très verte. Pas encore de pucerons, donc ça c'est cool, ça va finir par venir, mais c'est encore tôt en saison. Mais je sais que voilà, ils vont finir par arriver. Mais vraiment une belle culture. Alors ici, le cresson alénois qui continue de pousser. Alors je vous ai déjà filmé le tuto, même si c'est pas... Oh, ça c'est un peu le problème des cultures en pot. Surtout s'ils ne sont pas drainés, ça se remplit vite d'eau. Alors bon, ça va que c'est du cresson. Le cresson justement, ça aime pas mal avoir de l'eau, donc ça lui nuit pas trop, mais bon, faites attention du coup à vos pots si vous les mettez comme ça en extérieur. Vous voyez, donc ça c'est pas mal parce qu'on le voit bien. Je l'avais récolté une première fois et on voit qu'il est en train de repartir. Donc il est en train de repousser une deuxième fois, donc effectivement c'est pas mal. On peut faire 2-3 récoltes comme ça sur son cresson alénois. Et puis voilà, je vais faire un semis en extérieur, un semis en contenant qui a pris trop la lumière et qui a pris le soleil. Donc voilà, je vais pouvoir faire un petit tuto là-dessus. Je vous ai fait pas mal de tests, pas mal d'essais.
Et c'est une culture vraiment super intéressante, super goûtue. Une petite verdure, on est au niveau presque de l'aromatique. On est entre l'aromatique et le légume, parce que c'est pas mal fort en goût. Pour aromatiser les salades ou les viandes, franchement c'est sympa. Donc voilà, petite culture sympa. On en reparlera prochainement, je vous fais un tuto là-dessus. Et donc là, juste à côté, j'ai les blettes de l'an dernier, vous voyez ça, qui sont très belles, et qui vont faire une dernière pousse avant de monter en graines, de faire la grande amphora là, qui va fournir beaucoup de graines. Et vous voyez, pas mal de blettes à ramasser, donc on va en ramasser, et puis on va voir un peu ce qu'on en fait. Mais vous voyez, il y a des belles cardes là. Donc là, c'est généralement la période de la dernière récolte de blettes, avant que ça parte en fleurs. Et on est quand même parti pour ramasser, faire une belle récolte. Donc c'est parti, je récolte, je vous reprends après. Bon, j'ai pas mal récolté sur la culture de blettes, hein. Il en reste encore pas mal, hein, parce que bon, ils annoncent quand même un temps plutôt frais, très pluvieux dans les jours à venir, donc je pense que c'est pas obligé de tout ramasser de suite, ça va pas monter en graines immédiatement. Mais vous voyez, hein, la culture est quand même bien belle, bien verte encore. Regardez ça, comment les feuilles sont belles là, c'est magnifique. Les cartes sont vraiment super belles, très peu abîmées. Sur les feuilles les plus vieilles, on voit un peu de traces de cercosporiose là. Bon, il y a eu un peu de la maladie qui est arrivée, mais sur les nouvelles feuilles, vous voyez, c'est vraiment, la culture est magnifique. On peut faire encore une ou deux belles récoltes. Donc je pense que on va laisser pousser tout ça. Et j'ai ramassé que 2 fèves, hein. C'est juste vraiment pour avoir un petit peu le goût, parce qu'elles sont encore toutes petites à l'intérieur. Donc ça serait vraiment dommage de gâcher. Donc voilà, c'est juste pour se faire un peu plaisir en avance, mais bon, elles sont pas encore prêtes. Là, c'est encore trop jeune. Alors même si quand les gousses sont vraiment bien belles, comme ça, bien vertes, il est possible de manger les gousses aussi. Voilà, nous on le fait pas spécialement, mais on peut se faire un velouté avec ça notamment. Donc voilà, ça se mange également. Voilà, récolte plutôt sympa. Bon, je pense que je vais faire un premier vidage en cuisine. Je vais aller emmener ça en cuisine, du coup, pour vider le panier. Et vous voyez, c'est parti. La saison 2024 qui commence. On commence à ramasser des beaux légumes. Alors, au niveau de la plate-bande ici, on voit en bout de plate-bande ici, j'ai cette consoude qui pousse là, un reste de mes débuts de jardinage. J'avais réussi à trouver une consoude de type Bocking 14. Une variété qui est réputée pas trop se répandre et être super équilibré en termes de composition de la feuille. Voilà, du coup j'en avais récupéré, elle est en place au jardin, puis vous voyez, elle est belle, elle se développe. Et par contre j'en avais mis dans les plates-bandes, tout ce qui était dans les plates-bandes je l'ai sorti, même si j'ai des repousses par endroit. Vous voyez ça, hop, voilà, ça c'est une consoude qui est en train de repousser à nouveau. Hop, ça bouture extrêmement facilement ça. Voilà, hop, donc je l'enlève. Et elle va rester juste ici, la consoude Bocking 14. A priori, je vais éviter qu'elle se propage un peu partout. Mais voilà, c'est intéressant. Et je passe un peu la tondeuse de temps en temps dessus. Ça permet d'avoir du paillage un peu supplémentaire. Enfin voilà, c'est un peu... c'est gadget, on va dire. C'est sympa, ça fait des jolies fleurs. Voilà, c'est plus on va dire ornemental, et même si je crois qu'il y a un usage officinal de la consoude, hein, il y a la consoude dite officinale, je sais pas si celle-là en fait partie, il faudra que je m'intéresse un peu plus au sujet. Alors ici on continue du coup sur la plate-bande où il y avait les blettes, voilà, tout ça c'est encore bâché, il y a des cultures qui vont venir, mais ça va être plus tard en saison, et là pour l'instant je garde ça propre, pour éviter que ça s'enherbe. Alors vous voyez ici, ça a été désherbé, hein, mais ça s'était enherbé justement. Et là en dessous, vous voyez, globalement, j'ai pas grand chose qui ressort, hein, ça reste propre. C'est un peu l'intérêt du coup de ces bâches. Alors ici, là va y avoir également des cultures qui vont arriver, mais plus tard. Ici, ma petite fraiseraie qui se développe bien. Vous voyez, il y a une sorte de petit tuyau micro-poreux qui la traverse. Donc c'est le bout d'une ligne qui va dans cette plate-bande là tout du long, qui va tout au bout. Donc il y a 10 mètres de fil, plus 10 mètres pour revenir, et après encore 5 mètres. C'est un tuyau de 25 mètres. Et donc les 5 derniers mètres, je lui ai fait traverser l'allée. J'ai mis des crochets en bas pour essayer de la maintenir le plus au sol possible, éviter de se prendre les pieds dedans. Et voilà. Et après ça revient ici, et puis ça fait un peu le tour des fraises, pour essayer d'arroser un peu mes fraises. Fraises qui commencent à bien se mettre en place, à arriver, vous voyez. Par contre c'est posé, elles sont directement en contact avec le sol, donc c'est pas forcément l'idéal pour une fraiseraie. En plus là, je vois que j'ai déjà des dégâts, vous voyez, cette fraise là elle s'est faite manger. Donc voilà, petite fraiseraie qui donnera ce qu'elle donnera. Pour l'instant on est plus encore sur une mise en place de la fraiseraie.
L'idée c'est que vraiment ça devienne super dense et qu'on voit limite plus le sol, hein, ça serait vraiment l'idéal. Alors le bac suivant, on a mes persils hein, qui sont en train de bien se mettre en place, hein, bien jolis. Hop, alors là j'ai du liseron, il faut que je l'enlève, surtout pas que je le laisse s'installer. Au moins essayer de lui faire le plus mal possible pour empêcher que ça s'installe, parce que le liseron c'est quand même une belle cochonnerie. Hop. Alors je vous rappelle hein, comment je mets en place mes bacs, hein, c'est-à-dire que je mets en place directement sur la prairie, hein, sur ce qu'il y avait avant. Je ne cherche pas spécialement à désherber et j'étouffe la prairie sous la terre qu'il y a dans le bac. Donc ça tue l'essentiel de la prairie, mais il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à ressortir. Donc pendant 1 an ou 2, il faut nettoyer ce qui ressort, empêcher que justement ça colonise. En plus de ça, dans le sable que j'ai mis, il y avait pas mal de graines de liseron, enfin, du liseron qui germe de partout, donc il faut surtout pas que je laisse le liseron s'implanter. Ça c'est une belle cochonnerie. Alors là c'est une plate-bande très sableuse, et ce qui est bien du coup dans une plate-bande très sableuse comme ça, c'est que c'est très facile d'enlever tout ce qui germe à l'intérieur, hein, c'est vraiment extrêmement léger. D'ailleurs, j'ai travaillé, là j'ai désherbé cette partie-là tout à l'heure, et c'est quand même super agréable, hein. Moi j'ai pas l'habitude de travailler dans ce genre de sol-là, j'ai l'impression d'être à la mer. Voilà, je me suis fait une plate-bande très sableuse hein, pour essayer de tester un peu ce que c'est que de jardiner dans du sable. Alors ça a beaucoup de problèmes hein, d'être dans du sable, hein. Ça a beaucoup d'inconvénients. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de choses qu'il y avait sous le bac hein, quand j'ai mis la terre sur le bac. Si on creuse, on va retomber sur la prairie en dessous, là qui a commencé déjà à bien disparaître, d'ailleurs à bien composter, mais il y a quand même 2-3 trucs qui arrivent à ressortir, donc je m'en suis occupé, j'ai nettoyé ça tout à l'heure. Ah, vous voyez là par exemple, hop, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, là vous voyez, j'ai la prairie en dessous, que j'ai juste recouvert du coup avec le contenu des bacs, et on voit, vous voyez, tout ça, ça noircit, donc c'est en train de pourrir, hein. C'est en train de se décomposer. Alors l'intérêt de faire comme ça aussi, c'est que du coup je garde toute la fertilité qui est contenue dans la prairie en dessous. J'évite de faire une première exportation pour mettre mise en place de mon sol en nettoyant tout, en enlevant toutes les mauvaises herbes, juste en les recouvrant. Du coup toute la fertilité reste là, et puis elle va profiter aux cultures que je vais pouvoir mettre en place. Par contre voilà, ça demande d'être un peu, de surveiller un peu au début, enlever tout ce qui pourrait ressortir. Et donc comme je vous disais, c'est quand même super agréable à travailler. Voilà, l'impression vraiment d'être à la mer, de jardiner à la mer, donc c'est vraiment sympa. Alors là j'ai vraiment chargé sur le sable, hein, sur ce bac là, je pense qu'il y a moitié de sable, moitié de compost. Donc on est sur du 50-50, chose comme ça. On va voir un peu comment ça se passe. J'appréhende un peu le moment où il va faire vraiment très sec. Pour maintenir humide les cultures, ça risque d'être compliqué. Alors ici je suis parti pour faire du maïs et du tournesol, ou faire des tutos notamment, et je suis parti pour faire des semis de maïs en pleine terre. Là c'est ça que j'ai préparé ce matin, là que vous voyez les petits bâtons là, voilà, ça c'est des semis de maïs en pleine terre, et là les cloches là-bas c'est des semis de tournesol en pleine terre. Donc voilà, je vais vous faire des petits tutos également, parce que c'est des cultures généralement que je conduis en godet, en contenant, mais je vous prépare également des petits tutos sur comment les faire les semis en pleine terre, et là va venir à côté également des maïs en contenant que je vais planter à côté, et je vais vous faire un petit tuto du coup sur la culture du maïs au potager. Voilà, donc tout ça va venir prochainement, mais vous voyez je multiplie les itinéraires pour vous montrer plein de choses, vous voyez, avec des grosses cloches, des petites cloches pour les tournesols, et d'ailleurs ils ont germé. Attendez, on va essayer de voir ça au travers. Voilà, on devine là, voilà, les tournesols qui ont germé. Alors est-ce qu'ici ça a germé? Oui, ça a germé, voilà, on le devine. Alors ça a du mal forcément à faire le focus, hein, c'est pas évident. Voilà, regardez ça. Voilà, tout ça c'est en train de germer. Alors je fais ça justement, c'est pour se protéger des limaces et rajouter un petit surplus de chaleur, hein, qui était vraiment pas de trop, hein, vu la météo qu'on a eu. Donc un petit surplus de chaleur grâce aux cloches, que ce soit les vraies cloches ou les bouteilles, et ça a aidé à la germination. Alors pour ce qui est des limaces, ça c'est un des gros avantages de ma culture en bac cette année. Alors je sais pas si c'est parce que je viens de le mettre en place et que en mettant en place j'ai un peu étouffé tout ce qu'il y avait comme pression de limaces précédente, parce que voilà, c'est des zones où j'ai pas spécialement paillé, ou voilà, si c'est dû au nouveau bac, mais en tout cas j'ai vraiment une pression des limaces et des escargots qui est vraiment négligeable par rapport à ce que j'avais avant. Avant j'avais vraiment du mal à garder les cultures, hein, avec mes bacs en bois et les allées enherbées. J'avais une pression des limaces dans les cultures qui était assez folle. Là maintenant, franchement, j'ai quasiment plus de dégâts. C'est assez impressionnant, regardez ça, les petits pois sont nickel, les fraises pas de soucis, donc mes choux ils sont pas du tout attaqués. Hop, regardez ça mes choux,
comment ils sont beaux. Quasiment aucun dégât dessus. Un petit peu quand même, mais enfin voilà, ça reste très négligeable. Donc vraiment ça je pense que c'est un des effets de ces bacs là. Alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les limaces et les escargots n'aiment pas du tout se déplacer dans les allées avec du broyat. Voilà, c'est un peu une petite conclusion que j'en fais, j'en mettrai pas ma main au feu, mais c'est un peu le sentiment que j'en ai, c'est que ça arrive pas à se déplacer là-dedans, et que du coup, une fois qu'on a nettoyé les limaces et les escargots qu'on avait à l'endroit des bacs, eh ben il n'y en a pas de nouveaux qui arrivent. Et on est plutôt tranquille, donc ça change vraiment la donne, hein, parce que pour vraiment pouvoir faire du potager de manière efficace et confortable, il faut arriver à gérer cette pression des limaces. Et tant qu'on est à se battre contre les limaces, franchement, on fait du demi-boulot, hein, c'est vraiment pas fou. Et là, depuis que j'ai fait ces nouveaux bacs, la pression des limaces a quasiment disparu. Donc vraiment content, vraiment ravi. Alors on continue du coup la balade. Donc le persil, comme je vous ai dit, qui est plutôt beau. On va attendre encore un petit peu, on va le laisser pousser encore. Mais voilà, franchement il est bien parti, il est bien vert. Il était un peu jaune au début, j'avais un peu peur. Mais voilà, en fait non c'est bon, il est bien vert, il est parti. Alors ici, on traverse l'allée centrale du potager. L'avenue principale, on va de l'autre côté. Et voilà, ça c'est le nouveau bac que je viens de terminer, dont je vous ai parlé. Voilà, donc celui-là il va recevoir les cucurbitacées a priori, concombre, melon, pastèque, courgette, courge. Voilà, puisque les années précédentes je faisais ça sur une bâche. Là cette année je suis parti pour refaire ça dans un bac voilà, un peu classique comme je faisais un peu au départ. Voilà, tout ça, ça va venir. Et puis va y avoir du paillage. Paillage, j'ai déjà fait un petit stock d'ailleurs là-bas. Vous voyez, là il y a un stock de paillage qui attend d'être utilisé. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire hein, si vous avez trop de récolte d'herbe. Vous la mettez à sécher, comme si vous faisiez du foin un peu, sur des bâches comme ça. Et puis vous pouvez la récupérer après pour l'utiliser pour pailler. Donc voilà, ça c'est du paillage qui est en attente. Et puis également les bâches avec gabarit que j'avais faites. Donc je pense que je vais mettre le paillage dessous. Et puis après je vais mettre pour nourrir le sol. Et puis après je vais mettre une bâche avec gabarit dessus pour garder la culture bien désherbée. Ou alors je mettrai peut-être le paillage par-dessus la bâche pour cacher un peu la bâche, hein, que ça soit un peu plus esthétique, ou peut-être un peu des deux, tout. Enfin bon, je verrai bien. Normalement le sol est quand même bien riche, hein. Il y a plus de la moitié de compost là-dedans. Ça devrait bien pousser, puis un compost qui est bien mûr, hein. C'est un compost que j'ai acheté il y a 1 an et demi, qui a bien eu le temps de travailler et tout. Je pense qu'au niveau de la fin d'azote, ça devrait pas poser de problème. Alors ici les petits pois qui sont vraiment très beaux. Beaucoup de fleurs partout, beaucoup de petits pois également. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau ça. Voilà, tout ça est en train d'arriver. Voilà, beaucoup de fleurs. Donc ça c'est les petits pois que j'avais fait en contenant pour avoir un petit peu d'avance. Hein. Là pour le coup on le voit bien. Hein. On voit bien que toute cette partie-là est vraiment bien en avance sur la suivante. Hop, donc là tout ça, ça va être donc des petits pois lisses. Et sur le bout de la planche, là où c'est plus haut, c'est du pois gourmand, donc il a poussé plus vite. On voit qu'il est beaucoup plus haut, il est déjà en train de dépasser les grillages. Et là, vous voyez, regardez ça. Ils sont vraiment bien verts, bien beaux. Alors le petit pois, hein, c'est vraiment une culture qui apprécie l'humidité, la fraîcheur. Donc voilà, forcément, quand on a ce genre de météo, les petits pois, ils se régalent. Même s'il y a un peu plus de chaleur, je pense qu'ils se seraient quand même un peu mieux développés. Alors juste derrière, on a pas mal de choses également. Donc voilà, la suite du tuyau microporeux dont je vous avais parlé, les 25 mètres là, qui est branché sur un programmateur automatique qui s'éclenche toutes les 6 heures, 10 minutes je crois. Alors là, pas mal de petites laitues, j'ai planté au pied des choux pour faire une sorte de culture espacée, je sais pas trop comment dire, enfin optimiser du coup l'espace au potager pour que le temps que les choux s'implantent, je vais profiter de cet espace-là, le temps d'implantation, pour en faire une petite culture de laitue. Donc ça c'est du plan maison, hein. Des niveaux de développement différents. Et d'ailleurs, il y en a qui sont un petit peu enterrés. Hein. On sent que les oiseaux arrivent à passer quand même, hein, parce que les petites boules disco, c'est sympa. Mais pour que ça marche, il faut qu'il fasse beau. Il faut qu'il y ait du soleil pour que ça reflète le soleil. Hein. S'il fait gris et que le soleil, il n'y en a pas, il n'y a pas d'éclat de lumière et ça ne fait pas peur aux oiseaux. Alors, culture, vous voyez, que je garde désherbé. Même si, voilà, là c'est pareil, hein, même exemple. Ça, c'est la prairie qui était en dessous, qui essaie de ressortir, hein, le chien dent. Donc là je vais éviter de tout retourner parce que déjà je suis en train de filmer et que ça va être compliqué, et puis surtout je voudrais pas déterrer les plants. Par contre dès que la culture sera terminée et que j'aurai l'implantation d'une nouvelle culture, c'est souvent à l'implantation d'une culture du coup que je nettoie vraiment en profondeur. Je vais chercher en profondeur les racines de ce qui repousse
pour enlever vraiment les racines de chien-dent. Mais déjà, juste en arrachant juste ce qui dépasse comme ça, on fait mal à la plante, elle perd son énergie pour pas grand-chose, parce que là, la plante, elle a absolument besoin de refaire de la photosynthèse pour reconstituer ses stocks d'amidon, de glucose. Et si vous l'empêchez de faire de la photosynthèse, eh ben, elle crame son stock qui est dans ses racines. Et elle a beau avoir un stock assez important, il va y arriver un moment où elle va l'épuiser. Alors on continue ici un semis de coriandre avec des plants de coriandre que j'avais préparés en godet, que j'ai plantés. Donc là c'est pareil, je voulais vous faire un petit tuto sur la culture de la coriandre, avec toujours pareil, du coup montrer comment faire en contenant puis comment faire en pleine terre. Le problème c'est qu'avec les températures basses qu'il y a eu, j'ai peur que ces semis-là se portent mal. Alors le problème de la coriandre, c'est que je pourrais le savoir que assez tard, parce que c'est des semis très longs, c'est des apiacées, c'est parmi une des plus longues des apiacées à sortir. Donc on va attendre un peu, on va voir si ça sort, et puis si je peux vous faire ce petit tuto. Mais voilà, avec les températures qu'il y a eu, je ne sais pas si les graines vont quand même réussir à sortir. Donc juste à côté de la nette, donc même principe, j'essaie de vous faire un petit tuto avec une petite culture d'aneth. Donc ça a été préparé en contenant, et juste à côté de la nette qui a été fait en semis. Donc pareil, une apiacée, un levée assez longue, besoin de garder le sol humide, d'où l'intérêt là pour le coup d'avoir mis ces tuyaux d'arrosage microporeux, c'est que ça permet vraiment d'avoir de l'humidité en permanence dans le sol, et les apiacées sont vraiment parmi les cultures les plus... Apiacées, c'est la famille des carottes, donc c'est semis assez compliqué à réussir, parce qu'il faut semer assez en surface, avec des graines qui mettent vraiment beaucoup de temps à germer, et qui ont besoin d'humidité tout du long. Donc voilà, des arrosages automatiques sur ces cultures-là, c'est vraiment pas mal d'y réfléchir. Donc également ici, du coup, une culture de panais, donc toujours pareil, culture d'apiacée, dans l'espoir de vous faire un petit tuto, avec une levée très longue sur le panais. On est sur quasiment 20 jours de levée, donc on va voir si ça sort, surtout avec les températures très basses qu'il y a eu. Alors on continue derrière avec un semis de scorsonère et de salsifis. Dans l'idée, toujours pareil, de vous rajouter des tutos dans Potager Coach sur comment cultiver ces légumes-là. Donc même tarif, on va voir si ça sort. Même si là on n'est pas sur la même famille, là on n'est pas sur de l'apiacée, on est sur de l'astéracée. Donc plutôt la famille des laitues, tournesol, artichaut, tout ça. Donc ça a besoin d'un peu de chaleur aussi, mais moins. Et puis la levée normalement est plus rapide aussi. Donc on va voir un peu ce que ça dit. Alors, je me retourne, on regarde sur la planche suivante. Donc ça c'était la planche que j'avais réservée à toutes les cultures de printemps, faire tout le petit potager de printemps avec semis de radis, mâches, épinards, carottes, mesclun, navets, laitue. Et cette planche là, elle va de déboire en déboire. Bon, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo un peu tour de jardin précédente. Bon, on arrive quand même à faire des choses, vous voyez. Donc là je vais récolter de la laitue. Ça c'est de la laitue qui ne monte pas. Elles ont quand même bien poussé les laitues, mais j'avais eu beaucoup de dégâts au niveau des laitues, à cause notamment de noctuels qui étaient dans le sol. J'avais pu vous filmer. Et là maintenant il s'avère également que j'ai un campagnol qui s'est installé dans cette planche là, qui me fait des galeries partout et pas mal de dégâts. Donc j'essaie de le piéger. Là j'ai mis un piège à guillotine, mais il se déclenche pas. Et là je vois qu'il vient de ressouffler à l'instant ici, là le campagnol. Donc bon, j'espère que je vais réussir à l'attraper. Voilà, j'ai jamais trop eu de pression des campagnols, c'est un peu la première fois. Ça fait des galeries partout et ça sort pas en fait, contrairement aux mulots qui font des petits trous et qui sortent. Et là les mulots du coup on les piège en mettant une petite tapette au niveau du trou, et on recouvre la tapette. Et généralement avec j'utilise justement généralement ce pot là, je le pose au-dessus du trou, puis je mets une tapette à souris, et quand le mulot sort, il se fait prendre dans la tapette, et puis généralement je les élimine comme ça. Mais dans le cas des campagnols, il n'y a pas de trou, ils sortent pas, ils restent en sous-sol, et puis ils dérangent tout, ils font des galeries, ils font du dégât. Donc voilà, du coup cette planche là, c'est un peu le Vietnam, c'est la guerre, mais on va quand même récolter. Donc là, comme je vous ai dit, des laitues, vous voyez ça, elles sont belles, donc là je vais en sortir une, là je pense aujourd'hui. Voilà, une belle laitue qui monte pas. La mâche, bon c'est très moyen, mais c'est toujours très moyen de toute façon la mâche ici. C'est vraiment une culture que j'ai jamais réussi à faire, comme les épinards d'ailleurs. Voilà, mâche et épinards, j'ai vraiment du mal. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, voilà, vous le savez, c'est vraiment deux cultures qui veulent pas. Donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous faire le tuto sur cette culture-là. C'est pas faute d'essayer, mais ça veut pas pousser. J'aimerais savoir d'ailleurs pourquoi ça veut pas pousser. Limite, ça m'inquiète. Je me demande s'il n'y a pas un problème dans mon sol ou je sais pas. Voilà. Pourtant, j'ai fait des semis tout nickel. Ça a été bien planté au niveau du sol. Bon après, ça s'est quand même bien développé. Donc c'est de la mâche coquille de louvier.
Donc peut-être que voilà, je la ramasse comme ça, mais j'espérais que ça grossisse un peu plus que ça. Mais moi je trouve que c'est quand même pas fou. Alors ici les radis, et ça, ils sont plutôt jolis. Donc là c'est parti également pour faire une petite récolte de radis. Ça va servir à les éclaircir en passant également, parce qu'il y en a qui sont un peu serrés. Donc voilà, je vais essayer de prendre les plus gros, puis de laisser de la place aux plus petits, pour que tout ça continue de se développer. Donc on va faire une petite récolte de radis. Alors les épinards à côté, je vais les laisser pousser. Alors j'ai une laitue qui a poussé au milieu des épinards, donc je la laisse. Hein. Donc à faire, c'est un petit bonus. Alors les carottes, la culture de carottes là cette année, la première, hein, parce qu'il y en aura d'autres, hein, je fais plusieurs semis de carottes sur l'année. Mais le premier semis de carottes, hein, c'est vraiment pas fou. J'ai fait un sursemis là, comme je vous avais expliqué. Mais voilà, avec les températures qu'il y a eu, le temps qu'il y a eu, ça n'a pas beaucoup germé. Plus après le campagnol qui est venu me faire du massacre partout là-dedans. Donc j'ai quelques petites carottes supplémentaires qui sont sorties, mais enfin pas grand chose. Donc ça va être essentiellement les carottes qui sont sorties sur le premier semis. Voilà, donc culture très clairsemée, un demi-échec, voire un 3/4 d'échec on va dire. Et puis cette guillotine là qui attend de se déclencher pour essayer d'attraper le campagnol. Alors c'est des pièges assez chers, hein, mais bon c'est quelque chose de réutilisable. Et l'idée c'est qu'on en achète un et puis après ça fait toute sa vie. Normalement ça s'use pas, c'est plutôt de la bonne qualité, tout. Bon, on va voir un peu à l'usage, c'est la première fois que j'utilise ce genre de piège. Comme je vous ai dit, moi j'ai jamais trop eu de problème avec les campagnols. Alors on continue. Bon, il va falloir que je désherbe un petit coup d'ailleurs. Hein. J'ai pas mal de choses qui sont en train d'arriver là. Bon après ça, ce genre d'enherbement là, c'est pas trop grave. Ça fait pas des systèmes racinaires énormes. Donc bon, enfin, faut pas que non plus je laisse de trop se développer. Mais voilà, c'est pas non plus du chien-dent ou du liseron. Donc là on a du navet, donc là il va falloir que j'éclaircisse un peu. Bon, c'est en train de pousser gentiment, et puis l'idée c'est de garder un navet tous les 25 cm sur la ligne. Donc bon, même, enfin voilà. Je vais éclaircir pas à 25 cm, là je vais éclaircir plutôt à 3, 4, 5, choses comme ça. 3 à 5 cm. Et puis je rééclaircirai encore une fois plus tard. L'idée c'est vraiment de mettre toutes les chances de mon côté, au final d'avoir bien un navet tous les 25 cm. À côté du mesclin, regardez ça comme il est beau mon mesclin. Celui-là il est vraiment joli, hein. Regardez ça. C'est beau, hein. Donc ça du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer à récolter. Puis en récoltant, je vais en profiter du coup pour éclaircir hein, le mesclin. L'idée ça va être de garder plutôt une sorte de un petit plan de salade, de laitue, tous les 10 cm on va dire, sur le rang. Et puis voilà, je vais commencer à éclaircir, à récolter du coup des plants en entier, et puis après on pourra juste couper les feuilles au-dessus du collet, puis ça va repousser. Voilà, donc une culture de mesclin plutôt jolie, assez content. Et là une culture de radis qui suit encore, qui va arriver. Voilà, donc ça c'est en train d'arriver, ça pousse gentiment. Voilà. Mais radis qui mettent leur temps à venir, hein, parce que voilà, avec les températures qu'il y a eu, ça pousse pas vite. Ici, hop, et bien pareil, je vous prépare un tuto sur comment faire ces semis de courges et de courgettes directement en pleine terre, sans passer par la case godet. Voilà, donc là pareil, c'est protégé par des cloches pour protéger du coup des limaces, et puis rajouter de la température, parce que c'est des semis qui ont vraiment besoin de pas mal de chaleur pour sortir, mais avec les cloches, vous voyez, malgré le temps qu'il a fait, hein, même quasiment le gel, et bien c'est quand même sorti. Alors sur les cloches, hein, vous voyez, avec des bouteilles, là pour le coup, c'était peut-être pas, c'est pas assez grand comme serre, ça n'a pas chauffé assez. Alors après j'aurais peut-être dû fermer les bouteilles pour que ça marche mieux. Mais en tout cas avec des cloches, voilà, on peut faire ces semis directement en pleine terre. Et ça en plus quand on réimplante pas les cultures, qu'on les met directement en place, moi il m'a semblé avoir remarqué que ça poussait vachement mieux après derrière, les semis spontanés, que les semis qu'on plante nous-mêmes. Par contre vous voyez, je sais pas si on voit bien, il n'y a pas que la courgette qui a levé. Voilà, les conditions de levée ont régalé également. Je pense que c'est du pourpier ça qui est en train de germer partout. Là on voit que il n'y a pas que la courgette qui a apprécié les conditions. Mais c'est assez impressionnant. Alors qu'à côté, là vous voyez, là il n'y a rien du tout. Hein. Donc on voit hein, l'importance de la température hein, sur la levée, vraiment ça change tout. Hein. Bon ouais, voilà, ça récolte gentiment. Donc, je vais prendre une petite laitue hein, juste pour aujourd'hui. Je vais commencer à récolter les laitues une fois un petit peu de temps en temps là, au fur et à mesure des besoins. Donc voilà, une petite laitue qui va nous régaler. Et également quelques radis, hein, donc voilà, première récolte de radis. Et j'en profite du coup pour vous poser une question. Voilà, on a un petit débat sur le club là, dans Potager Coach, sur qu'est-ce qui cause les dégâts au radis, ce genre de petits grignotages de radis, voilà, qu'on trouve généralement sur les cultures. Je vais essayer de vous en trouver un autre.
Voilà, ce genre de petites traces blanches de grignotage qu'on trouve souvent sur les radis au potager. Voilà, hop, vous voyez ça. Voilà, celui-là est vraiment parfait. Et on se demande du coup qui cause ce genre de dégâts au radis. Alors moi j'aurais plutôt tendance à pencher sur les limaces qui font ça quand les radis sont encore tout petits. Et après du coup la tâche se répand. Certains penchent plutôt pour les cloportes. Alors moi les cloportes je crois pas trop parce que je pense que c'est plutôt ils viennent nettoyer en fait la plaie du pourrissement qui s'installe. Donc je pense pas que ce soit les cloportes qui fassent ça. Il y en a qui penchent pour des sortes de mouches du radis. Je pense pas non plus que ça ressemble pas à des dégâts de mouches. Donc voilà, moi je penche plutôt pour les limaces. Mais voilà, s'il y en a parmi vous qui savent qu'est-ce qui cause ce genre de dégâts au radis, eh ben n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis voilà, ça permettra un peu de résoudre ce petit débat qu'on a sur le club. Savoir du coup d'où viennent ces dégâts sur les radis. Bon après ils restent complètement comestibles, hein, ça ne nous empêche pas de les manger. Mais voilà, on serait curieux de savoir. Ouais, donc les premières récoltes continuent avec, voyez, regardez cette petite récolte de mesclun vraiment sympathique que je viens de nettoyer. Voilà, une belle boîte. Hein. Donc franchement, belle salade de jeunes pousses là, on va se régaler. Une laitue un peu plus classique, hein, un peu plus grande. Et puis quelques radis. Voilà, donc voilà. La saison est lancée. La saison 2024 est lancée avec un début un peu poussif, mais voilà, tout arrive. Donc on continue un peu le petit point qu'on fait sur l'utilisation de ces bacs, hein, mon retour après un peu plus d'un an d'expérience. C'est quand même très coûteux et très long à mettre en place, hein, c'est vraiment beaucoup de boulot. Si j'avais su dans quoi je me lançais au départ, peut-être que je l'aurais pas fait, puisque là j'ai quand même déplacé quelque chose comme 200 grosses bordures comme ça, puisque j'en utilise 22 par bac, 10 sur les longs côtés et puis une sur les petits côtés, hein, ça fait 22 bordures. Donc multiplié par 8 bacs plus la bordure extérieure de la clôture, enfin de la plate-bande qui fait bordure du potager. Voilà, je suis pas loin de 200 bordures et ça pèse vraiment une tonne. Hein. Donc vraiment on s'y pète le dos. C'est vraiment du boulot. Puis ajuster toutes ces bordures les unes après les autres, faire en sorte qu'elles soient à peu près alignées. Voilà, c'est du taf, ça prend vraiment du temps. Puis comme j'avais déjà des bacs précédemment, il a fallu reniveler tout. Comme j'ai pas mis exactement les bacs dans l'alignement des bacs précédents, en fait voilà, ça s'est pas mis forcément les uns sur les autres. Donc il a fallu tout redécaler et tout. Enfin bon, c'était quand même vraiment beaucoup de boulot. Ce dans quoi je me suis lancé. Alors le résultat au final est vraiment sympa, mais voilà, faut quand même bien se rendre compte du boulot que ça représente et puis du coût que ça représente aussi, hein, puisque chaque bordure en gros va coûter 7 € je crois, si je dis pas de bêtises. Plus après il y a deux petits plots, il y a un plot par bordure en gros du coup, des petits plots à 30 centimes. Alors les petits plots dont je parle, hein, c'est ce genre de petits plots carrés. Et ce qui se passe, c'est que je les positionne du coup sous les bordures pour les aligner les unes avec les autres. Et puis du coup, chaque bordure est posée une sur un côté du plot, puis l'autre sur l'autre côté. Et du coup, elles sont alignées grâce au plot. C'est ça qui permet de les aligner sans avoir à les sceller. Parce que j'ai fait le choix également de pas les sceller. Alors ce choix de pas les sceller, ça bouge un peu quand même, hein. Ça va demander chaque année de repasser un peu sur un ou deux bacs, de réaligner 2-3 bordures et tout. Donc forcément c'est quelque chose qui va bouger un peu. Ça va pas être parfaitement aligné, mais bon, au moins en tout cas c'est amovible. Le jour où je vais enlever tout ça, en tout cas les bordures en plus n'auront pas été abîmées, elles seront intactes. Elles n'auront pas été scellées, pas de ciment dessus, donc il y aura juste à mettre un bon coup de karcher dessus. Elles pourront être réutilisées pour autre chose. Enfin voilà, on a déjà parlé de ça, mais voilà, en plus c'est quand même beaucoup plus simple à mettre en place. Hein. Déjà que c'était beaucoup de travail, si en plus il avait fallu sceller tout ça, puis même poser ça sur une semelle en béton, en plus du coup ça aurait vraiment nécessité de niveler le terrain, parce que là le terrain est pas nivelé, ce qui fait que les bacs ont l'air tordus des fois quand on les regarde dessus, mais en fait c'est surtout qu'ils sont tordus en hauteur. Hein. Le terrain il monte, il descend, et donc voilà, ça m'a permis du coup de faire ça sans avoir à niveler le terrain. Donc voilà, moi je penche plutôt sur le fait de pas les sceller. Alors voilà, ça fait un rendu moins parfait, mais c'est également quelque chose de plus versatile, on va dire. Alors sur l'aspect esthétique, hein, on en conviendra que les bacs en bois, forcément, c'est plus joli que des bordures en béton. Mais voilà, la durabilité l'emportait quand même sur le fait du bois. Les allées pas enherbées, alors ça pour le coup, je pense que je peux que vous conseiller de le faire, que vous ayez des bacs ou pas des bacs. Faire en sorte de pas avoir d'herbe dans votre potager. Hein, au niveau des limaces, franchement, ça change la vie. Donc que vous ayez des bacs ou pas, je peux que vous conseiller soit de pailler vos allées avec énormément de broyat, enfin faire en sorte que vous ayez pas d'herbe.
Et franchement, ça change la vie. Et après, la question qui se pose, voilà, c'est est-ce que le broyat empêche les limaces de passer? Moi, c'est vraiment une question que je me pose, parce que je constate vraiment une pression des limaces extrêmement réduite par rapport à mes années précédentes de jardinage. Donc vraiment très content quand même du résultat. J'ai une productivité bien meilleure. Bon, même si cette année, hein, forcément, avec ce mois d'avril compliqué qu'on a eu, c'est pas forcément parfait. Mais je constate quand même que globalement, j'ai beaucoup moins de soucis sur les cultures. Donc voilà, le gros inconvénient, le coût, le temps de mise en place, c'est énormément de boulot. Donc voilà, si vous avez un sol qui est un bon sol, que ça vous dérange pas de jardiner même le sol, enfin voilà, réfléchissez bien avant de partir sur un potager en bac. C'est quand même beaucoup de travail à mettre en place. Quoi qu'il en soit, moi je suis super content parce que voilà, j'en ai fini. Mes bacs potagers sont faits, c'est voilà, c'est prêt. Je vais pouvoir passer un peu à autre chose parce que comme je vous ai dit, c'est 20 jours de travail qu'il a fallu que je trouve. Et en plus du potager, de la maison, de programmer le logiciel. Enfin voilà, c'est quasiment un boulot en plus qui s'est rajouté. Donc voilà, puis plus faire les vidéos et tout, donc bien content d'en finir, hein, parce que c'était quasiment à chaque vacances, hein, j'avais une semaine des vacances qui étaient prises pour faire un bac. Donc là maintenant je vais pouvoir souffler un peu et partir sur d'autres choses, d'autres aventures. Alors, on va s'essayer un peu pas mal au niveau de l'arrosage automatique, j'ai des cuves de récupération d'eau à installer, j'ai pas mal de boulot également à faire au jardin d'ornement. Enfin voilà, on n'a pas fini de s'amuser, il va y avoir encore beaucoup de choses à faire sur cette chaîne. J'ai pas mal de rangements à faire aussi au niveau du bazar, au niveau du potager. Il y en a un peu partout. L'idée, ça va être de nettoyer tout ça, puis peut-être même de se construire un petit cabanon au potager pour essayer de ranger un peu mieux tout ça. Enfin bon voilà, il y a beaucoup de choses envisageables possibles que j'ai en tête. Et voilà, bien content d'avoir fini avec ces bacs potagers. Je vais pouvoir passer à autre chose. Voilà, on fait une petite vue panoramique sur le potager avant d'aller voir les semis dans la serre. Bon, changement de programme. Finalement, je vais récolter toutes les blettes. Madame m'a dit de tout ramasser puisqu'elle va faire des conserves avec. Et pour pas avoir à le faire en plusieurs fois, c'est parti pour tout récolter. Allez, je vous reprends après. Bon, voilà, tout est récolté. Regardez ça. Très gros panier de blettes, plus déjà ce que j'avais ramassé. Donc ça va faire une belle récolte au final. Hein. Et tout ça, ça va faire des bocaux. Allez, ça part en cuisine. Bon allez, on continue la visite avec les serres. Alors je vous passe la serre en intérieur, elle est quasiment vide désormais, il y a vraiment plus grand chose dedans. On enchaîne directement sur la serre armoire. Allez, c'est parti, on va aller voir un peu où en sont les semis. Allez, on va jeter un œil à tout ça. Regardez, c'est quand même pas mal vert, il y a beaucoup de plants. Hop, vous voyez ça, même en bas, tout ça, hop. Allez, on va faire un tour assez rapide. Faut pas que la vidéo dure 45 minutes. Alors à gauche, les patates douces. Ça pousse, mais ça pousse trop doucement. Elle devrait être beaucoup plus développée là, vu la saison. Donc ça me paraît vraiment compromis pour faire des boutures de patates douces puis des plants cette année. Alors c'est un peu le problème de la patate douce, que c'est vraiment la loterie. Quand on parle de patates douces du commerce, elles sont plus ou moins faciles à faire germer. Et là, j'ai vraiment galéré. C'était vraiment pas des patates douces faciles à faire germer. Et bon, c'est quand même parti, mais difficilement. Et pourtant, dans la serre, il fait quand même bien chaud en journée et tout, ça chauffe bien. Mais peut-être pas assez encore. Il faudrait peut-être juste que je les garde à l'intérieur. Enfin bon, en tout cas, les patates douces cette année, ça paraît compromis. Alors, les poivrons. Les poivrons, ils sont plutôt pas mal partis. Je commence à avoir des petites traces de pucerons sur les feuilles, là. Donc, il va pas falloir que ça traîne de trop non plus en serre. C'est souvent que en serre, là, les poivrons, ils se récupèrent des pucerons avant de partir au jardin. Voilà, tout ça a été arrosé, ça baigne un peu dans un petit fond d'eau là, je sais pas si on le voit bien. Hop, c'est quand même pas hyper développé, hyper vert. Je soupçonne quand même les terreaux qui sont le terreau que j'ai utilisé, qui est quand même pas fou. Alors je suis parti sur du terreau universel que j'ai tamisé cette année. C'est vraiment de la petite économie de bout de chandelle. Je pense que l'an prochain, je vais vraiment aller taper dans du terreau de qualité pour les semis, surtout qu'on n'en utilise pas tant que ça. J'ai dû utiliser à tout casser 2 sacs de 50 litres pour faire tous les semis toute la saison. Donc aller économiser 10 € sur le terreau pour toute une saison, on va récolter plus de 1000 € de légumes. Je trouve que c'est un peu mesquin en fait, et au final on se retrouve, les plants ils sont quand même jolis. Vous voyez ça là, hop, petit California Wonder là, je vous le sors. Voilà. Bon, ils sont sympas, il y a du plan. Regardez derrière là aussi. Voilà, tout ça c'est joli, ça pousse. Mais ça pourrait être mieux. Voilà, je pense qu'avec des terreaux un peu plus enrichis, un peu plus travaillés, j'aurai quelque chose de plus sympa. Donc voilà, je pense que pour l'an prochain, je vais partir sur des terreaux un peu mieux.
Alors là, bah, pareil, quelques tomates, il y a du piment, là, vous voyez, jalapeno. Là, derrière, encore de la tomate. Alors c'est pareil, voilà, pour les tomates, ça pousse, mais en termes de développement, c'est quand même pas ultra fou non plus, je trouve. Donc voilà, un peu déçu. Je mets ça sur le compte du terreau. Hein, je vois pas trop quelle pourrait être l'autre raison. Sachant qu'en plus j'ai vu un peu partout que tout le monde se plaint un peu des terreaux, donc je pense que ça doit être ça. Bon, alors la suite on regardera après. Là je vais descendre d'un étage. Hein. On va faire le tour comme ça. Hop. Alors ici un semis de menthe qui sort bien. Regardez ça comme c'est beau. Et puis ben, ça, je vais essayer de faire des godets. Ça va partir au jardin. Puis je vous en ferai un petit tuto sur comment faire la menthe. C'est compliqué hein, à faire germer. Qu'est-ce que c'est long. J'ai rarement vu un semis qui met autant de temps à germer. Pourtant à la chaleur et tout, franchement ça demande beaucoup d'efforts. Un semis de sauge là j'ai fini par abandonner parce que c'est pas sorti. Je l'ai fait plusieurs fois. Je pense que le paquet de graines était foutu. Donc là voilà, du semis de courgettes. Alors ici un semis de fenouil. Voilà, des petits fenouils dans leurs alvéoles. Derrière, des œillets de poète, alors qu'on un peu cramé. Mais bon, je pense que ça va pas trop poser de soucis, ça va quand même partir. Donc toujours ici, poireaux, oignons, depuis la graine. Donc ça va pas trop tarder à partir au jardin. Alors ici, là, j'ai toutes mes cucurbitacées. Alors il y en aura beaucoup moins que les années précédentes, hein, parce que j'ai juste un bac de prévu pour les cucurbitacées, alors que les années précédentes, j'en avais plutôt quasiment une cinquantaine. Là, ça va être de l'ordre de la quinzaine, vingtaine. Voilà, les plants sont plutôt jolis. Voilà, ça se développe. Même si là encore, je trouve que le feuillage est un peu clair. Je ne sais pas si je vais pas arroser un peu tous mes plants, les faire bassiner avec de l'eau un peu enrichie, avec de l'engrais, un peu d'azote, phosphore, potassium. Voilà, pour essayer de réenrichir tout ça. Parce que la plantation n'y est pas encore. Il y a encore un petit peu de temps à tenir. Donc ici, des cosmos qui sont plutôt jolis, ils poussent bien. Alors derrière, là, on a du concombre. Alors ici derrière, donc là c'est des belles de jour, des fleurs. Alors ici un petit maïs, un soja, du basilic, des tournesols. Alors je descends d'un niveau. Ici donc du coup on a des plantes capucines là dans les godets roses, des melons derrière, dans les godets beige. À droite du céleri, oui tout ça c'est plutôt joli. Et alors ma serre a fait parfaitement son ouvrage avec son chauffage et branché sur thermostat là, qui empêche que ça descende en dessous de 5 degrés. Et bien, malgré les températures très froides la nuit, tout ça est resté à l'abri du gel. Et c'est bien développé, vous voyez, pas de soucis. Donc l'installation fait vraiment son office, hein, ça fait le travail. Et puis quand ça chauffe de trop, les ventilateurs qui s'allument. Donc vraiment content de mon installation. Hein. Donc là on va faire l'inverse, là on va remonter. Alors des plants de physalis ici que j'ai rempotés dans des pots de 1 litre. Hein. Vous voyez ça, ils sont plutôt jolis. Plutôt content, là, c'est une belle réussite. Donc pareil, un petit tuto je pense en préparation. Alors ça c'est des plants que j'ai trouvé sur un vide-grenier. Je les ai achetés à une dame qui fait des plants, qui les propose en vide-grenier, donc vraiment très beau. Des œillets, et puis ça c'est du thym serpolet je crois, si je dis pas de bêtises. Alors mes artichauts là, les plants que j'ai replantés, là vous avez vu les replanter dans des pots de 1 litre, là dans le tuto sur les artichauts. Ici des maïs en pot qui vont pas tarder à partir au jardin. Ils commencent à, pareil, être un peu jaunes et tout, ils vont vraiment gagner la pleine terre. Donc des capucines dans un pot, ça c'est pareil, ça va sortir, ça va être plus ornemental devant la maison, je pense. Ça devrait être plutôt joli. Là-bas derrière, des belles de jour, de la coriandre dans les gros pots, là les gros pots noirs c'est de la coriandre, devant c'est du céleri. Alors, ça se ressemble beaucoup parce que c'est la même famille, hein, famille des apiacées. Voilà, donc hop, on monte d'un niveau. Donc là, on a de la tomate. Des plants plutôt jolis, hein, plutôt bien développés. Ici, un semis de betterave, pareil, un petit tuto de betterave qui s'annonce pour vous, parce que voilà, je vous ai fait le tuto pour la blette, mais pas le tuto pour la betterave. Alors ici, un deuxième semis que j'avais fait, et puis ici, du thym, un semis de thym, pareil, un petit tuto, je pense qu'il va se préparer sur comment se faire son propre thym, vous voyez, regardez ça, c'est joli, hein. Et j'en attrape celui derrière, là. Voilà, une petite boule de thym, là, qui se prépare. Alors ici, donc des œillets de maison, ça c'est des, en rouge je crois que c'est les soucis, ouais c'est ça, pareil, des soucis, et en rose c'est les zinnias, il y en a 3 là, et puis ça continue là derrière. Donc encore des belles de jour, donc là je vous ai dit ici, ça c'est des concombres. Alors on va vite jeter un œil à la serre extérieure, le Yuki no Engawa. Là il n'y a pas grand monde, hein, parce que vu le temps qu'il a fait, j'ai juste laissé un semis de laitue Batavia et les choux. Et même le semis de laitue Batavia, je pense que j'aurais peut-être bien fait de le rentrer dans la serre parce que franchement il n'a pas super aimé le fait de rester dehors. Voilà,
on voit que les feuilles ont pas du tout apprécié. Il a fait vraiment trop froid. Donc les laitues, même si c'est plutôt costaud, que ça résiste au froid, voilà, quand c'est vraiment au stade de semis, ça gagne quand même à être un peu protégé. Faut pas juste les laisser comme ça, en température négative et tout, elles aiment pas trop. Donc ça, je pense que je vais essayer d'éclaircir ça un peu tranquillement. Puis ça va continuer à pousser, ça partira au jardin. Et donc le dernier étage de la serre, hop. Ici on va trouver toutes mes aubergines. Alors on voit que les cotylédons là commencent sérieusement à jaunir, mais pas que les cotylédons, hein, également les premières feuilles. Donc là pareil, hein, ça gagnerait à avoir un peu d'azote je pense, et puis un peu de chaleur aussi, puis enfin voilà, c'est quand même un mois d'avril pas hyper chaud. Et là encore de la tomate, et vous voyez pareil, c'est plutôt, c'est bien parti, ça se développe bien. Hop, voilà, des plants sympathiques. Alors c'est pas la folie, mais au moins ils n'ont pas filé. Et en tout cas cette année ça n'a pas du tout filé. J'ai pas un écart entre les nœuds et les interbranches qui est très grand. Mais par contre voilà, ça pousse un peu doucement. Et puis on voit quand même des couleurs quand même qui sont qui sont pas folles. Hein. Donc là on voit hein, clairement des feuilles jaunes, hein, des feuilles anciennes qui sont jaunes, donc ça c'est plutôt tendance signe d'un manque d'azote. Donc prochaine fois que j'arrose, je vais rajouter un petit peu de potion magique dans l'eau pour essayer d'aider un peu tout ça. Mais bon, c'est pas fou, j'aime pas trop faire ça, hein, rajouter de l'engrais dans l'eau. Mais bon là il faut encore tenir une semaine, 10 jours avant la plantation. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, petit tour de la serre. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est plutôt quand même pas mal, je suis plutôt content. Puis vraiment serre qui remplit vraiment bien son office et qui, pareil, qui demande pas d'intervenir, hein, puisque ça se gère en automatique. Quand ça monte trop en température, ça ventile. Quand ça descend trop, ça chauffe. Et voilà, j'ai plus qu'à poser mes plants dedans et puis ça se débrouille tout seul. Faut juste quand même, voilà, de temps en temps que j'arrose. En gros une fois par semaine, s'il fait pas beau il faut que j'arrose, et puis s'il fait vraiment beau, l'eau elle part vite. Par contre s'il fait beau, et là c'est plutôt tous les 3 jours, il faut que je remette de l'eau à bassiner là dedans dans les grands bacs. Mais sinon voilà, globalement ça ne demande pas énormément d'entretien. Une fois que c'est dedans, ça se gère tout seul. Donc plutôt content de mon installation. Et puis je trouve ça assez joli en plus, hein. Bon, c'était un tour de jardin un peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. Donc vraiment content d'avoir fini mes bacs potagers. Voilà, je vais pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est une bonne chose de fait. C'était un gros tryhard, un gros investissement en temps et en argent. Première récolte de l'année aussi, voilà, ça fait plaisir. Année pour l'instant mi-figue mi-raisin, hein, puisque voilà, une météo vraiment pas folle. Mais bon, vous voyez, ça avance quand même, hein, et puis les plants se développent bien. Pour l'instant, la plupart des choses sont à l'abri. Au jardin, le potager est quand même joli, hein, les petits pois qui arrivent, les fèves qui sont magnifiques, les aliacées aussi qui poussent bien, les pommes de terre qui sont passées quand même à travers le froid, qui n'ont pas eu trop de dégâts. Donc voilà, plutôt content, tout ça se passe pas trop mal. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo si ça vous a plu, hein, ça aide la chaîne. Également à vous abonner si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Je vous rappelle aussi qu'on peut se retrouver sur Potager Coach, c'est un logiciel que je développe, c'est pour aider les jardiniers à gérer leur potager. Vous pouvez faire le plan de votre jardin, vous avez des calendriers, des semis adaptés à l'endroit où vous êtes en France, en Belgique et même dans le monde, pour vous donner les dates auxquelles lancer les cultures. Et puis après vous gérez ça, vous avez plusieurs types de calendriers, d'agenda, vous avez des fiches légumes très complètes sur comment cultiver les différents légumes. Alors ça c'est quelque chose, je suis en train de travailler dessus, elles étaient déjà pas mal, mais là je les ai enrichis encore plus. Je rajoute plein de photos pour vraiment bien illustrer tout. Vous avez le développement des plants au fur et à mesure, des semis, tout ça. Bon voilà, je vais compléter ça petit à petit. Là j'ai déjà fait une quinzaine de légumes, il y en a d'autres qui vont venir derrière. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez aller un peu plus loin en termes de potager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.